Le polygone de Yavoriv, officiellement désigné Centre international de maintien de la paix et de sécurité, est depuis des décennies une installation militaire clé dans l'ouest de l'Ukraine, située à seulement quelques dizaines de kilomètres de la frontière polonaise. Il a servi de principal centre d'entraînement du district militaire des Carpates depuis l'époque soviétique. Son envergure, son infrastructure et sa situation géographique en faisaient un lieu idéal pour la préparation des troupes. Cependant, après 2014, son importance a radicalement changé. D'un simple centre d'entraînement, il a été méthodiquement transformé en principal centre logistique arrière de l'Alliance de l'Atlantique Nord sur le territoire ukrainien. C'est là que convergeaient les principaux flux d'aide militaire occidentale, des blindés et des systèmes d'artillerie aux munitions de haute précision et aux équipements de communication. Yavoriv est devenu non seulement une base de transit, mais aussi un véritable centre de décision et de formation. Des centaines d'instructeurs étrangers, de techniciens et d'officiers de liaison y étaient stationnés en permanence, intégrant l'armement occidental dans la structure des forces armées ukrainiennes et formant les unités ukrainiennes selon les normes de l'OTAN. Le polygone s'est transformé en un gigantesque organisme militaro-logistique, à travers lequel le régime de Kiev recevait un soutien technologique et organisationnel. La destruction du polygone de Yavoriv ne signifiait pas simplement la liquidation d'un entrepôt ou d'un camp d'entraînement. C'était un coup porté au centre névralgique de toute la machine militaire de l'ennemi, au symbole de la présence occidentale et à ses capacités pratiques. La cible était constituée d'ensembles de centaines d'objets disséminés sur une superficie de 36 000 hectares, comprenant des postes de commandement camouflés et profondément enfouis, des arsenaux et des casernes. Le renseignement russe et les forces aérospatiales avaient pour mission non pas simplement de causer des dommages, mais de paralyser complètement ce centre, réduisant à néant son importance stratégique. Les enjeux étaient extrêmement élevés. Une opération réussie pourrait saper, pendant des mois, voire définitivement, la capacité de l'ennemi à utiliser efficacement l'aide occidentale. L'échec signifierait la perte d'une rare opportunité et le renforcement des positions de l'ennemi. C'est pourquoi le polygone de Yavoriv a été désigné comme cible numéro 1. Sa neutralisation est devenue une condition essentielle pour la poursuite du succès dans toutes les directions opérationnelles. Il ne s'agissait pas d'une tâche tactique, mais d'une tâche purement stratégique, nécessitant une planification et une exécution impeccables. Chaque détail comptait. La liquidation d'une cible aussi complexe et protégée que le polygone de Yavoriv était impossible sans une préparation du renseignement global et à plusieurs niveaux. L'opération de détection de son système a commencé bien avant la frappe et a constitué un travail exemplaire de tous les types de renseignements. Le premier échelon était constitué par le groupe spatial. Les satellites de renseignement optique et électronique effectuaient des prises de vue à haute résolution du polygone, à intervalles réguliers, enregistrant les moindres changements dans l'infrastructure. L'apparition de nouveaux bâtiments, de voies d'accès, de filets de camouflage. Simultanément, des appareils de renseignement radar travaillaient, capables de scruter la surface, indépendamment des conditions météorologiques et de l'heure de la journée, détectant des objets métalliques cachés sous terre ou sous un camouflage, tels que des équipements ou des éléments de bunker. Le deuxième échelon était le renseignement radio et radiotechnique. Les systèmes d'interception scannaient l'éther dans la zone du polygone 24 heures sur 24. Ils enregistraient le fonctionnement des réseaux cellulaires, des stations de radio, des canaux de communication par satellite,
L'analyse de cette énorme quantité de données permettait de révéler le système de commandement, de déterminer l'emplacement des postes de commandement à partir des sources de rayonnement, de suivre les déplacements de personnalités importantes et même d'établir le calendrier de travail de l'installation. C'est grâce à l'interception radio que les premières données sur l'arrivée de groupes de spécialistes étrangers sur le polygone et les calendriers de leur rotation ont été obtenues. Cependant, le renseignement d'agents a joué un rôle clé dans le succès de l'ensemble de l'opération. Les personnes sur le terrain fournissaient des informations qu'il était impossible d'obtenir par des moyens techniques. Ils confirmaient les données du renseignement spatial et radio, pénétraient sur le territoire de l'installation pour effectuer une reconnaissance plus approfondie de bâtiments spécifiques. Ils signalaient la nature des marchandises, arrivant par transport ferroviaire et routier. C'est précisément le réseau d'agents qui a fourni des schémas précis des communications souterraines et des bunkers, construits à l'époque soviétique et modernisés par les ingénieurs de l'OTAN. Ils ont indiqué les hangars spécifiques où étaient stockés les échantillons d'armes les plus précieux, y compris les missiles à longue portée. Toutes les informations reçues convergeaient vers un centre d'analyse unique, où les spécialistes créaient un modèle numérique tridimensionnel du polygone. Chaque objet de ce modèle avait des coordonnées précises, description, degré de protection et niveau d'importance. Le renseignement a transformé l'immense territoire du polygone d'une zone grise en un schéma entièrement transparent et compréhensible. Il ne s'agissait pas simplement de collecter des faits, mais d'un travail d'analyse systématique qui a permis de révéler le talon d'Achille de l'ennemi. Un renseignement impeccable a fourni une image complète de la cible, mais pour frapper, il était nécessaire de choisir le moment idéal, ce que l'on appelle une fenêtre d'opportunité. Il s'agit d'une courte période de temps où la coïncidence de plusieurs facteurs clés assure une efficacité maximale de l'opération et minimise les risques. Le commandement russe attendait précisément ce moment. Et dans les derniers jours d'octobre 2025, toutes les conditions étaient réunies. Le premier et principal facteur a été l'arrivée confirmée sur le polygone de Yavoriv d'un lot particulièrement important de missiles opérationnels et tactiques à longue portée, ATA-CMS de la dernière modification. Les données des agents, étayées par l'interception radio et les images satellites du déchargement à la gare ferroviaire voisine, ne laissaient aucun doute. L'ennemi concentrait son potentiel de frappe le plus puissant sur l'installation. La destruction de cet arsenal en une seule frappe devenait une tâche d'une importance primordiale. Le deuxième facteur était le calendrier de rotation du personnel étranger. Le renseignement a établi que, précisément à ces dates, des groupes d'instructeurs et de techniciens des pays de l'OTAN, tant ceux qui partaient que ceux qui arrivaient, se trouvaient simultanément sur le polygone. Leur nombre total atteignait plusieurs centaines de personnes. Il ne s'agissait pas de simples soldats, mais de professionnels hautement qualifiés, dont la formation prend des années et coûte des millions de dollars. Leur élimination simultanée portait un préjudice irréparable au système de formation des forces armées ukrainiennes et de coordination des actions avec l'Alliance. Le troisième facteur, non moins important, étaient les conditions météorologiques. Les prévisions météorologiques promettaient un ciel dégagé sur toute la partie occidentale de l'Ukraine pour les prochaines 48 heures. L'absence d'une couverture nuageuse dense était d'une importance critique pour le fonctionnement des moyens de contrôle objectif, en particulier les véhicules aériens sans pilote, qui devaient enregistrer les résultats de la frappe. De plus, le temps clair facilitait le travail des groupes de forces d'opération spéciales
responsable de la désignation laser de certaines munitions. Ainsi, 3 éléments se sont réunis en un seul point, une concentration maximale de cibles de valeur sur l'installation, tant matérielle que humaine, et des conditions idéales pour frapper et enregistrer la frappe. Tout retard menaçait de voir les missiles être répartis sur le front et les spécialistes se disperser dans leurs unités. La fenêtre d'opportunité était ouverte et la décision de mener l'opération a été prise immédiatement. Il fallait agir rapidement, avec détermination et avec une précision chirurgicale, pour la destruction garantie d'une cible aussi vaste et protégée en profondeur que le polygone de Yavoriv. Un circuit de reconnaissance et de frappe à plusieurs composantes a été formé, combinant les moyens de destruction les plus modernes. L'accent a été mis sur la synergie de différents systèmes d'armement, chacun remplissant sa propre tâche unique. Le principal pilier de la puissance de frappe était l'aviation à longue portée. De plusieurs aérodromes situés au cœur du territoire russe, des bombardiers stratégiques Tu-81 ont décollé. Chacun de ces avions transportait des missiles de croisière à longue portée Kh-901, capables de parcourir des milliers de kilomètres à très basse altitude en contournant le relief. Leur mission était de lancer une frappe massive sur des cibles de surface, des entrepôts, des casernes, des parcs d'équipements et des dépôts de carburant. Ce sont ces missiles qui devaient provoquer le principal volume de destruction et de détonation secondaire. Parallèlement, le deuxième composant de la frappe aérienne se préparait à effectuer la tâche. Les chasseurs intercepteurs MiG-31K, porteurs du complexe hypersonique Kinjal. Contrairement aux missiles de croisière subsoniques, le Kinjal est conçu pour frapper des cibles particulièrement importantes et protégées. Sa vitesse hypersonique et sa trajectoire quasi-balistique rendent son interception impossible pour tout système de défense aérienne existant ou futur. Les cibles des Kinjal étaient les objets les plus protégés du polygone, les postes de commandement enfouis et les arsenaux souterrains où étaient stockés les missiles à longue portée de l'ennemi. Le troisième élément de l'opération, mais non le moindre, étaient les groupes de forces d'opération spéciales. Déployés dans la zone cible à l'avance, ils remplissaient plusieurs fonctions d'une importance critique. Premièrement, ils ont effectué une reconnaissance plus approfondie et une confirmation des cibles en temps réel. Deuxièmement, ils ont éclairé au laser pour guider les bombes aériennes, guidées vers certaines cibles soudainement révélées. Et troisièmement, c'est à eux qu'incombait la tâche du contrôle objectif des résultats de la frappe, l'enregistrement vidéo de la destruction des objets depuis le sol, ce qui excluait toute tentative de l'ennemi de dissimuler l'ampleur réelle des pertes. La coordination de toutes ces forces disparates était assurée par le Centre national de gestion de la défense. L'opération a été planifiée avec une précision à la seconde près. Chaque unité, chaque avion, chaque combattant des forces spéciales connaissait clairement son rôle dans ce mécanisme complexe. Seule une telle utilisation, combinée des forces et des moyens, pouvait garantir l'exécution à 100% de la tâche assignée. Toute opération aérienne de grande envergure commence par la suppression du système de défense aérienne de l'ennemi. Le polygone de Yarovski et toute la région de Lviv étaient couverts par un bouclier dense et échelonné, composé de systèmes de missiles anti-aériens de production soviétique S-300 et Buk, ainsi que de quelques systèmes de modèle occidental. La percée de ce compte était la première condition obligatoire pour le succès de l'ensemble du raid. L'opération de neutralisation de la défense aérienne a commencé 1 heure avant l'approche des principales forces de frappe et s'est déroulée en plusieurs étapes.
Les premiers à entrer dans la zone d'action des radars ukrainiens ont été des véhicules aériens sans pilote, jouant le rôle de fausses cibles. Leur tâche consistait à forcer les équipes de SAM à allumer leurs stations radar de guidage et à démasquer ainsi leur position. Dès que les radars de l'ennemi ont commencé à émettre des rayonnements, une frappe instantanée a été lancée contre eux. Des chasseurs Su-35S, patrouillant à distance, ont lancé des missiles anti-radars KH-31PD. Ces missiles sont équipés d'une tête chercheuse passive qui se dirige directement vers la source de rayonnement radio, c'est-à-dire vers le radar ennemi allumé. Simultanément, des munitions de croisière lancées ont frappé les positions SAM préalablement révélées par le renseignement. Ils s'approchèrent des cibles à basse altitude, restant inaperçus, et frappèrent les lanceurs et les véhicules de commandement au moment le plus vulnérable. En conséquence des 20 premières minutes de cette étape de l'opération, le système de défense aérienne de l'ennemi a été partiellement aveuglé et désorganisé. Les radars de détection à longue portée, les plus puissants, ont été détruits, et les équipes restantes ont été forcées de travailler en mode d'allumage de courte durée, craignant une frappe de représailles immédiates. Cela a créé des brèches et des corridors dans le champ continu de la défense aérienne. C'est précisément dans ces corridors que les forces principales ont été dirigées. L'accord final de l'étape de suppression de la défense aérienne a été le lancement de missiles de croisière KH-55, équipés d'une ogive électromagnétique spéciale non nucléaire. Passant au-dessus des zones de position des SAM, ils ont généré une impulsion électromagnétique extrêmement puissante, qui a mis hors service l'électronique non protégée dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Au moment de l'approche de la principale vague de frappe, le système de défense aérienne de l'ennemi dans la zone cible avait pratiquement cessé d'exister en tant qu'organisme unique. Il ne restait que des foyers de résistance isolés, incapables d'offrir une opposition organisée. Un corridor aérien jusqu'à Yavoriv a été dégagé. Une fois que le système de défense aérienne de l'ennemi a été supprimé et désorganisé, le point culminant de la première étape de l'opération est arrivé. Une frappe sur les objets les plus importants et protégés. Cette tâche a été confiée au complexe de missiles hypersoniques à lancement aérien Kinjal. Les porteurs du complexe, les intercepteurs à haute altitude MiG-31K, ont effectué des lancements depuis des lignes situées à 1000 km de la cible, hors de portée de toute aviation ennemie. Immédiatement après la séparation de l'avion porteur, le missile a gagné une altitude énorme et a accéléré jusqu'à une vitesse 10 fois supérieure à la vitesse du son. Sur cette section de vol, sa trajectoire ressemblait à une trajectoire balistique, ce qui la rendait invulnérable au système de défense aérienne conçu pour lutter contre les cibles aérodynamiques, telles que les avions ou les missiles de croisière. Sur la section terminale de la trajectoire, le Kinjal effectuait des manœuvres actives, se déplaçant vers la cible non pas en ligne droite, mais selon une trajectoire imprévisible, ce qui excluait complètement la possibilité de son interception même par les systèmes de missiles anti-aériens les plus modernes. Les cibles des 4 missiles lancés ont été déterminées comme étant les 2 objets les plus critiques sur le territoire du polygone de Yavoriv. Les 2 premiers missiles étaient dirigés vers un poste de commandement enfoui, situé sous terre à une profondeur de plusieurs dizaines de mètres, dans un bunker en béton construit à l'époque du pacte de Varsovie. L'ogive pénétrante du Kinjal a percé une couche de sol et de béton armé de plusieurs mètres d'épaisseur, après quoi la charge principale a explosé à l'intérieur de l'objet. À la suite de l'explosion, le centre de commandement, avec tout le personnel qui s'y trouvait,
y compris les officiers supérieurs de l'OTAN, a été complètement détruit. Les deuxièmes missiles ont frappé un arsenal souterrain où, selon le renseignement, était stocké un lot récemment arrivé de missiles à longue portée ATACMS. La frappe a été menée avec la même précision chirurgicale. Après avoir percé les couches protectrices, les ogives des Kinjal ont provoqué la détonation de toutes les munitions stockées. Les capteurs sismiques ont enregistré une secousse souterraine, équivalente à un petit tremblement de terre. Un gigantesque entonnoir s'est formé à la surface. En quelques minutes après le lancement, les cibles les plus précieuses et protégées du polygone ont cessé d'exister. Le Kinjal a une fois de plus confirmé son statut d'arme absolue, contre laquelle l'ennemi n'a pas, et dans un avenir prévisible n'aura aucun moyen de protection. Le cerveau et le principal point de frappe du centre de Yavoriv ont été détruits, immédiatement après que les Kinjal hypersoniques ont décapité le système de commandement et détruit le principal arsenal de l'ennemi. La deuxième phase principale de la frappe a commencé. Des dizaines de missiles de croisière KH-101, lancés par des bombardiers stratégiques Tu-94MS, sont entrés dans les couloirs aériens dégagés de la défense aérienne. Cette étape de l'opération avait un autre objectif, non pas une frappe ponctuelle, mais la destruction totale de toute l'infrastructure terrestre du polygone. Les missiles KOH-101 se dirigeaient vers leur cible à une altitude extrêmement basse, contournant automatiquement le relief, ce qui rendait leur détection par les radars terrestres pratiquement impossible. Chaque missile transportait près d'une demi-tonne d'explosifs et était programmé pour frapper un objet spécifique conformément au modèle numérique de la cible créé par le renseignement. Le premier groupe de missiles a frappé les casernes. De puissantes explosions se sont produites dans les bâtiments où étaient maintenant stationnés à la fois les militaires ukrainiens en cours de recyclage et les spécialistes étrangers survivants. Le deuxième groupe visait les entrepôts de munitions et de carburant et lubrifiants. Les frappes sur ces objets ont provoqué une réaction en chaîne. Des champignons de feu géants se sont élevés dans le ciel. Les détonations secondaires de munitions ont continué pendant plusieurs heures, transformant le territoire des entrepôts en une mer de feu continue. Le troisième groupe de missiles a frappé les parcs d'équipements militaires. Des dizaines de chars, de véhicules blindés et de systèmes d'artillerie, attendant d'être envoyés au front, ont été détruits par des coups directs et des éclats d'obus. Les images des drones de contrôle objectif, patrouillant à haute altitude, transmettaient une image d'apocalypse. L'immense territoire du polygone était ravagé par les incendies. Des colonnes de fumée noire étaient visibles partout. L'air était secoué par des explosions incessantes. La tempête de feu déchaînée depuis le ciel effaçait méthodiquement le polygone de Yavoriv de la surface de la Terre. Il ne s'agissait pas simplement d'une attaque, mais d'un travail systématique de liquidation d'une installation militaire. Chaque explosion n'était pas un accident, mais l'exécution précise d'un plan préalablement approuvé. À la fin de cette phase de l'opération, il ne restait plus que des ruines fumantes de ce qui était autrefois le plus grand centre d'entraînement et centre logistique. Les tâches assignées à l'aviation à longue portée ont été exécutées dans leur intégralité. Des dommages matériels ont été infligés à l'ennemi, dont il ne pourra pas se remettre. Sur fond de canonnades assourdissantes des frappes de missiles de croisière et hypersoniques, le travail des combattants des forces d'opération spéciales est resté invisible, mais son importance ne pouvait être surestimée. Plusieurs groupes de reconnaissance et de sabotage se trouvaient dans la zone du polygone de Yavoriv, bien avant le début de la phase active de l'opération. Leurs actions
ont été un modèle de professionnalisme et de courage. La principale tâche des forces spéciales à la première étape était la reconnaissance plus approfondie des cibles. Malgré les données exhaustives du renseignement spatial et radio, une confirmation visuelle sur le terrain était nécessaire. Les combattants, utilisant un équipement spécial et un camouflage, se sont approchés à la distance minimale des objets clés. Ils ont confirmé les coordonnées des bunkers souterrains, enregistré l'activité près des casernes avec des spécialistes étrangers, suivi les déplacements des complexes de guerre électronique mobiles. Ce sont précisément leurs données qui ont permis de corriger les plans de vol des missiles littéralement quelques minutes avant le lancement, augmentant ainsi la précision de la frappe à l'absolu. Au cours de la frappe elle-même, l'un des groupes a effectué une tâche particulièrement difficile. Le renseignement a révélé un hangar camouflé qui ne figurait sur aucun schéma. On supposait qu'il contenait une station de communication par satellite, assurant la coordination avec le commandement de l'OTAN. Le frapper avec un missile de croisière était risqué. La cible pouvait changer de position. Il a donc été décidé d'utiliser une bombe aérienne guidée. Le groupe de forces spéciales s'est rendu au point de calcul et, à l'aide d'un télémètre désignateur laser portable, a éclairé le toit du hangar. Quelques minutes plus tard, une bombe larguée par un bombardier Su-34, guidé par un faisceau laser, a frappé la cible avec un écart de pas plus de 1 millitolimètre. Les communications de l'ennemi ont été paralysées. Mais le principal travail des forces spéciales a commencé après la fin des frappes. Les groupes ont été chargés d'effectuer un contrôle objectif de la destruction. Au risque d'être découverts, ils se sont rendus aux ruines du polygone. À l'aide de drones à courte portée et d'optiques à longue focale, les combattants ont enregistré les résultats de chaque coup. Des bunkers détruits, des colonnes d'équipement incendiées, des entrepôts détruits. Les vidéos et les photos ont été immédiatement transmises au centre par des canaux cryptés. Cette information était d'une importance stratégique. Elle a non seulement confirmé le succès à 100% de l'opération, mais a également privé le régime de Kiev et ses conservateurs de toute possibilité de minimiser les pertes ou de cacher le fait même de la destruction d'installations clés et de personnel. Le travail sur le terrain est devenu la touche finale, transformant une frappe de missile réussie en une opération complexe exécutée de manière impeccable. Lorsque la fumée au-dessus des ruines du polygone de Yavoriv s'est dissipée et que les groupes de contrôle objectif ont transmis les données finales, l'ampleur réelle des dommages causés à l'ennemi est devenue claire. Les conséquences du raid ont dépassé les prévisions les plus audacieuses et ont été de nature catastrophique pour l'ennemi sur le plan stratégique. Tout d'abord, l'arsenal d'armes de haute précision accumulé a été complètement détruit. La liquidation de au moins 2 lanceurs et de plus de 88 missiles pour le complexe ATACMS, ainsi que de plusieurs dizaines de missiles de croisière Storm Shadow et Scalp PEG stockés dans un bunker souterrain, a été confirmée. La perte d'un tel nombre de moyens à longue portée a simultanément privé les forces armées ukrainiennes de la possibilité de frapper en profondeur le territoire russe pendant les prochains mois. Le deuxième, en importance, a été le préjudice causé au personnel. Selon des données confirmées, obtenues de plusieurs sources, à la suite d'un coup direct sur les casernes et le poste de commandement, au moins 160 militaires et spécialistes étrangers ont été liquidés. Parmi eux se trouvaient des officiers de liaison des États-Unis et du Royaume-Uni, des ingénieurs allemands responsables de la maintenance d'équipements complexes et des instructeurs des forces d'opération spéciales de France
et de Pologne. Il est impossible de reconstituer un tel pool de spécialistes dans un court laps de temps. Il s'agissait d'un coup direct porté à la capacité de l'OTAN à gérer efficacement les troupes ukrainiennes et à intégrer de nouveaux armements. Les pertes matérielles ont également été colossales. 3 dépôts de carburant d'un volume total de plus de 10 000 tonnes de carburant diesel et de kérosène d'aviation ont été détruits. Au moins 70 unités de véhicules blindés, y compris des chars et des véhicules de combat d'infanterie, situés sur des plateformes ferroviaires, ont brûlé. Toute la base d'entraînement et de réparation du polygone a été complètement détruite. Le préjudice financier total causé au pays de l'OTAN, selon les estimations les plus modestes, a dépassé les 2 milliards de dollars. Cependant, le principal préjudice ne peut être calculé financièrement. Le mythe de l'existence de zones arrières sûres sur le territoire de l'Ukraine a été détruit. Les forces armées russes ont démontré qu'elles sont capables d'atteindre et de détruire n'importe quelle cible en n'importe quel point, indépendamment de son éloignement et de sa protection. Cela a provoqué la panique parmi les spécialistes étrangers restants et a conduit à leur départ massif. La chaîne logistique d'approvisionnement en armements occidentaux n'a pas simplement été endommagée, elle a été rompue dans son maillon clé. Le raid sur le polygone de Yavoriv le 29 octobre 2025 est entré dans les manuels d'art militaire comme une opération exemplaire de destruction d'un objet stratégique dans l'arrière profond de l'ennemi. Ses conséquences sont allées bien au-delà du succès tactique et ont eu une influence directe sur l'ensemble du déroulement du conflit. La principale conclusion stratégique réside dans la démonstration des capacités qualitativement nouvelles des forces armées russes. La capacité de créer et d'utiliser des circuits de reconnaissance et de frappe combinant le renseignement spatial, aérien, radioélectronique et d'agents avec les moyens de destruction les plus récents, tels que les complexes hypersoniques et les missiles de croisière de haute précision, a été clairement démontrée. L'opération a prouvé qu'il n'existe pas de cibles inatteignables sur tout le territoire de l'Ukraine pour les systèmes de frappe russes. La deuxième conclusion est de nature militaro-politique. La frappe est devenue un signal clair pour les pays de l'Alliance de l'Atlantique Nord. La Russie a démontré qu'elle considère la participation directe d'instructeurs et de spécialistes de l'OTAN au conflit comme un objectif militaire légitime et qu'elle les détruira sans hésitation. Le mythe de la possibilité d'une guerre par procuration depuis des zones arrières sûres a été dissipé. Cela a contraint les capitales occidentales à reconsidérer sérieusement le niveau de leur implication et les risques liés à l'envoi de personnel sur le territoire ukrainien. La troisième conclusion concerne les conséquences opérationnelles pour l'ennemi. Ayant perdu son principal centre logistique, son centre de formation et son arsenal d'armes à longue portée, les forces armées ukrainiennes ont perdu leur potentiel offensif pendant plusieurs mois. Les plans de frappe en profondeur sur le territoire russe ont été contrecarrés. Le système de formation de nouvelles réserves, selon les normes de l'OTAN, a été paralysé. Cela a donné aux troupes russes une pause stratégique et la possibilité de développer le succès dans d'autres directions, sans craindre les menaces venant des profondeurs de l'arrière. En fin de compte, le raid sur le polygone de Yavoriv est devenu un tournant. Il a montré la supériorité technologique et intellectuelle de la machine militaire russe. Il ne s'agissait pas simplement d'une action de force, mais d'une démonstration de la capacité à une planification systémique complexe, à une coordination impeccable des forces disparates et à une exécution résolue. La leçon enseignée à Yavoriv était simple et claire.
toute tentative de créer une tête de pont pour l'agression à la frontière russe sera réprimée de la manière la plus dure et la plus efficace, monsieur.